Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tintin. On ne change pas les mauvaises habitudes, ça va être encore un énorme point lecture qui va à peu près regrouper toutes mes lectures du mois de mai parce que je tourne cette vidéo le 27 mai. J'ai lu, mais pas tant que ça finalement. Je sais pas, j'ai pas compté combien de lectures j'avais fait sur le mois de mai. J'ai un peu moins lu parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais n'empêche, j'ai repris plaisir lors de ce mois à lire des graphiques. J'ai fait plusieurs fois des emplettes à la médiathèque et du coup j'ai lu, je crois, 8 graphiques, ce qui doit être plus que tout ce que j'ai lu en 2022 en lecture graphique. Donc c'est très cool. J'ai pris des petites notes sur, regardez-moi, ces magnifiques fiches de lecture qui sont faite par Cornelius. Je ne sais pas si vous connaissez ce célèbre youtubeur Cornelius qui a un Patreon auquel on peut s'abonner et une fois par trimestre, je crois, ou je ne sais plus la récurrence, on a des petits goodies tels que des fiches de lecture, des stickers, des marque-pages, voilà, je ne sais plus. En gros, oui c'est ça, c'est tous les 3 mois parce que c'est un par saison. Moi j'avais pris quand c'était l'hiver, j'ai loupé l'été, et je crois que là ça va être le printemps, ou ça a été le printemps. Je vous mettrai tout le lien vers les infos de Cornelius si ça vous intéresse, parce que c'est quand même des outils de papeterie, enfin des objets de papeterie très qualitatifs. Et je ne suis pas payé par Cornelius pour faire cette introduction. On va commencer tout de suite avec un livre jeunesse, je vous l'affiche tout de suite juste ici, Le secret de Grayson de Amy Polonsky, publié chez Albin Michel Jeunesse il me semble, qui était une lecture mitigée dans le sens où on nous parle de Grayson, qui est un jeune garçon qui ne se sent pas du tout bien dans sa peau, qui a l'impression de ne pas être à sa place, et lors des auditions pour la pièce de théâtre du lycée, il auditionne pour un rôle féminin, et il ne se sent jamais mieux à sa place que dans ce rôle féminin. Évidemment, il va être l'objet de moqueries par ses comparses à l'école, sa mère va s'inquiéter, les parents vont s'en offusquer, les parents très bigots de l'Amérique, ces associations de parents qui rechignent à mettre un peu de queerness dans les écoles, bref. Voilà, tout se ligue contre Grayson, et finalement, vous verrez la suite. J'ai beaucoup de réticence envers ce titre, car même si ça se lit très bien, et que c'est une porte d'entrée pour tous ces jeunes enfants trans, parce que pour moi, ça parle de transidentité. On est face à une petite fille qui souffre de dysphorie de genre, qui est née dans un corps masculin, et qui n'est pas dans le corps qu'elle voudrait avoir, sauf qu'on ne parle jamais de transidentité, le mot n'est même pas mentionné, ni même le terme de dysphorie de genre, alors que tous les symptômes le montrent. Non pas que je sois psychiatre, mais j'ai lu même quelques avis sur ce roman, tout le monde est assez unanime sur cette petite fille qui est un petit garçon dans le roman, vu que c'est encore Grayson, mais qui souffre de dysphorie. Donc voilà, un peu déçu que on fasse une tentative avec ce roman. Il date déjà de 2016, donc c'est vieux sur ces questions sociétales qui avancent assez rapidement de nos jours. C'est 6 ans, c'est déjà énorme, 7 même, 2016, 4 et 3, 7, ouais 7 ans. 7 ans, ça vieillit. Maintenant, c'est déjà trop vieux. Donc voilà, à voir. Je l'ai lu parce que je l'avais trouvé dans une liste de romans gays à lire, etc. Mais je pense qu'il y a eu des productions plus récentes qui sont sûrement mieux travaillées sur le fond. Ensuite, j'ai lu toujours dans la jeunesse et toujours qui parle d'homosexualité, Libération de Patrick Ness. J'avais jamais lu Patrick Ness, je connais pas quelques minutes avant minuit ou après minuit, je sais plus, qui est son best-seller. Alors là en fait on est avec 2 histoires en parallèle, c'est un roman un peu plus adulte parce que le jeune homme, je crois, rentre à la fac. On est pendant le spring break, c'est les vacances. Non, pas le spring break, le summer break, c'est les grandes vacances aux États-Unis. Le jeune personnage principal, dont j'ai évidemment oublié le nom, puis vu que j'ai rendu le livre à la médiathèque, je ne pourrais pas le regarder, se cherche, enfin, il sait qu'il est homosexuel, il l'assume même totalement, il a déjà eu des petits copains. Sa famille a du mal à le comprendre parce que son père est pasteur de l'église des premiers jours ou des derniers jours, je ne sais jamais. Sa femme est la femme du pasteur, son fils va sûrement être le prochain pasteur de la communauté, enfin voilà, c'est un contexte religieux très fort dans cette famille, donc tout le monde le sait qu'il est homosexuel, mais on se voile un peu la face, on se dit que ça va lui passer, que c'est juste un moment dans sa vie d'adolescent, et en fait ça c'est toute l'histoire qui m'a vraiment très intéressé dans le roman, et en parallèle il y a une autre histoire d'une gamine du même âge que du personnage principal, qui se fait tuer dans la forêt, et en fait son esprit ne s'évapore pas tout de suite, il se balade un peu dans le village dans lequel évoluent les autres personnages
pour aller voir des gens de sa famille, des gens qui ont participé à sa mort parce que c'est un assassinat. Enfin voilà, elle erre un peu de gauche à droite, sauf que ça n'a aucun but, les histoires ne se rejoignent pas à mon souvenir, ou alors très rapidement à la fin, dans la conclusion, enfin voilà, ça reste en parallèle tout le long du roman, sans même que sur le fond, j'ai trouvé qu'il y ait des gros parallèles à faire entre ces deux histoires, j'ai pas vu vraiment où est-ce qu'il voulait m'emmener. J'en garde, parce que en fait la seconde histoire est vraiment plus minime en termes de pages et en termes de mots dans le texte, j'en garde la première histoire de ce jeune homme homosexuel qui a un moment charnière dans sa vie, elle est à la fac, quitter son petit ami, quitter sa meilleure amie. Voilà, c'était très beau, c'était très bien écrit. Je trouvais que il y en avait aucune erreur sur le traitement de l'homosexualité, c'était très juste. Je sais pas si Patrick Ness est lui-même homosexuel, mais c'était très bien fait. Donc, voilà, c'est un roman qu'on peut mettre dans les mains d'un jeune adolescent qui se pose des questions, ou qui ne s'en pose pas d'ailleurs, qui est sûr de sa sexualité, mais qui a envie d'en savoir plus sur l'homosexualité. Parce que lire de la littérature catégorisée homosexuelle n'est pas le fait uniquement des homosexuels. Ensuite, je crois que c'est tout. Non, j'ai encore des lectures. Je fais toutes les lectures numériques ou empruntées maintenant, comme ça, je suis tranquille. J'ai lu La bête à sa mère de David Goudreau. Je ne sais pas, c'est québécois, mais je crois qu'en France, ça a été publié chez 10-18. C'est une trilogie, donc il y a La bête à sa mère, La bête et la cage, Abattre la bête, je crois, c'est une trilogie. D'un jeune homme qui est élevé par sa mère, qui fait des tentatives de suicide à répétition. Vraiment, sa mère n'arrête pas, elle veut se suicider. Donc la famille est repérée par les services sociaux, le jeune homme est envoyé en famille d'accueil, sauf que lui, il veut retrouver sa mère à tout prix, donc il fait tout pour changer de famille d'accueil de jour en jour. Tout le temps, il switch entre familles d'accueil. Quand il est plus grand, les foyers pour adolescents parce que plus personne ne veut de lui. Et son obsession, c'est retrouver sa mère parce que pour lui, sa mère était totalement normale. Elle n'a pas voulu l'abandonner sciemment. Il a envie de la voir, lui dire qu'il lui en veut pas, qu'il n'a pas de remords contre elle. Le problème, c'est que ce jeune homme, il est quand même un peu beaucoup dérangé. On est sur des personnages très violents, c'est un roman très noir, il y a beaucoup de scènes de violence animale de la part de cet enfant puis de cet adolescent. Il y a un problème psychiatrique probablement avec ce jeune enfant qui n'a pas pu se construire dans un milieu sain. Il va retrouver une femme qu'il va prendre pour sa mère, enfin qui va être sa mère, où on ne sait pas vraiment, il se convainc que c'est sa mère, et nous, on n'a pas vraiment d'éléments de réponse sur si oui ou non c'est sa mère. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on est à mi-chemin entre un univers un peu à la Virginie Despentes, vous voyez, cette ambiance très glauque, poisseuse, noire, trash et cash, et aussi un peu, vu qu'on est avec ce jeune homme qui n'a pas vraiment les codes, qui se sent un peu à part dans, alors je sais jamais, l'accroche-cœur ou l'attrape-cœur de Salinger. Je trouve on se situe à mi-chemin entre ces deux univers, tant par la plume que par l'histoire. J'ai tout de suite commencé le second tome qui se passe quelques années après, donc c'est La bête et sa cage, ou La bête en cage, je sais plus, c'est La bête quelque chose. J'aime beaucoup, je remercie, je ne sais plus qui m'en avait parlé, car c'est quand j'avais mon obsession pour le Québec cet hiver que j'avais demandé des recommandations québécoises. L'un ou l'une d'entre vous m'avait recommandé la trilogie de David Goudreau, donc merci à cette personne, qui que tu sois, car je passe un excellent moment. C'est ma lecture du soir, alors je lis très lentement parce que je lis ça sur ma liseuse dans mon lit et que je m'endors au bout de 5 minutes en ce moment, donc je lis page par page, mais c'est quand même très facile à comprendre et très facile à lire, donc même si je le lis sur une longue période de temps, très peu, très lentement, ça pose aucun problème. Et en fait, je sais plus si je vous en avais parlé, mais au mois d'avril, j'ai lu un texte qui, je crois, m'a échappé lors de mon point lecture. Ça s'appelle Cher Diego, qui est là t'embrasse, je l'ai prêté entre temps. Alors c'est un roman écrit de façon contemporaine, c'est très court, ça fait 80 pages, je cherche la date mais je ne la trouve plus, enfin ça a été écrit là dans les années 2000 par Elena Poniatowska, qui... comme son nom ne l'indique pas, est mexicaine, et qui écrit des lettres fictives qu'aurait envoyées, je prends mes notes parce que là c'est très compliqué, non, en fait ça l'est pas tant que ça, Angelina Beloff, au peintre Diego Rivera. Diego Rivera, c'est l'amant, le mari, le divorcé, puis le mari à nouveau de Frida Kahlo, et d'autres femmes, il a eu énormément d'épouses, et en fait il a eu une période à Paris. Il est venu vivre quelques années à Paris, et à Paris, il a rencontré Angelina Beloff, qui était une jeune peintre arrivée de Russie. Ils ont eu une relation très courte, de 1 année seulement, passionnelle. Ils ont eu un enfant, je crois que l'enfant n'a pas survécu, si mes souvenirs sont bons.
Et après, il l'a trompé, il est parti avec une autre femme, avec qui il a eu une autre enfant, et bref. Du coup, Alexandra était un peu jalouse. Dans tous les cas, c'est pas vraiment ça le contexte. Ce sont 10 lettres que Angelina Beloff, cette femme qui a été l'amante de Diego Rivera pendant un an, aurait pu écrire. Car ce n'est que de la fiction, c'est quelque chose qui a été écrit de nos jours, qui se base sur un travail de recherche, évidemment, mais qui ne sont pas des lettres vraies, tangibles. Et pourtant, ça paraissait tellement vrai, c'est ça que j'ai aimé, hein. Ces 10 lettres, c'est très court, ça fait 80 pages, ça se lit très très vite, mais ce sont des lettres d'amour d'une beauté sans nom. Je les ai prêtées tout de suite à un ami qui aime bien ces textes sur l'amour et ces grandiloquences un peu parfois. En même temps très matériel, très terre à terre, car on est dans un milieu de peintres pauvres dans le Paris des années d'après-guerre, je crois, où on cherche encore à faire du feu, on cherche encore à manger, le rationnement n'est pas tout à fait terminé. Il y avait une réalité matérielle qui transcendait un peu cette émotion et cette passion dans l'amour que porte surtout Angelina envers Diego Rivera, qui lui semblait être un beau gros connard d'ailleurs avec elle et avec toutes les femmes qu'il a rencontrées et qu'il a délaissées dans sa vie. C'est aussi ça qui est beau, c'est ces lettres d'amour un peu désespérées avec cette femme qui se retrouve toute seule à Paris alors que lui il est parti revivre au Mexique avec d'autres personnes. C'était très bien, si vous le retrouvez, je crois que ça n'est plus édité vraiment, enfin en tout cas si vous tombez dessus en boîte à livres, parce que moi c'est comme ça que je l'ai retrouvé, ou alors si vous trouvez un fichier EPUB qui se balade comme ça, je vous le dis, c'est très très court, 80 pages, ça m'a vraiment marqué, et je les relirai dès que mon pote va me les rendre, je vais relire ces lettres d'amour. J'ai lu également en graphique Lettres perdues de Jim Bishop. Lettres perdues, c'est une espèce de petite aventure entre un jeune homme, une jeune femme et un policier poisson. En fait, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui habite seul sur une île et qui attend une lettre de sa mère. Sa mère est partie en avion il y a quelques années, elle n'est jamais revenue, mais elle lui a dit qu'elle lui écrirait. Et tous les matins, il va voir le facteur, qui est un poisson, car dans cet album, dans cette bande dessinée, les poissons ne peuvent plus trop vivre sous l'eau, car les gentils humains ont un peu détruit les océans, donc les poissons ont trouvé le moyen de vivre sur Terre. Mais le facteur, qui est un poisson clown, lui fait des blagues et en bref, il ne reçoit jamais la lettre de sa mère. Il décide d'aller jusqu'au bureau de poste et s'ensuit une petite aventure assez rocambolesque, faite de rencontres, de petits moments de bataille avec une mafia des poissons, l'armée des poissons. Raconté comme ça paraît très what the fuck, mais ça l'est. Oui, mais il y a quand même des réalités très fortes derrière. On parle de la maladie, on parle du deuil, on parle de l'écologie. Et c'est fait avec beaucoup d'humour, car voilà, les dessins sont très drôles, les personnages sont très attachants. Il y a un petit côté Murakami, un peu ambiance onirique, même si là c'est beaucoup plus visuel qu'un roman de Murakami et c'est beaucoup plus farfelu, j'ai envie de dire. Il y a ce côté poésie troublante que je retrouve dans ma lecture de Murakami dans les lettres de Jim Bishop, les lettres perdues. Le seul point noir que j'ai avec ce roman, enfin avec cette BD, c'est que je n'ai pas du tout aimé la fin. Je crois qu'en fait il y a eu quelques pages qui ont été rajoutées post-écriture par l'auteur, qui selon moi n'étaient pas nécessaires. Il y a une clôture de l'histoire qui est un peu gâchée par les 5 dernières planches. Et surtout, si vous achetez ou que vous lisez cette BD, ne vous spoilez pas la dernière planche, car vraiment, si tu lis cette dernière planche, même pas besoin de la lire car c'est une image en grand format, rien que de la voir, ça spoil la moitié de l'histoire, donc ça serait très dommage. Donc je vous recommande grandement cette lecture qui, moi, m'a beaucoup plu, tant par les couleurs que par l'univers proposé par l'auteur. Mais attention à cette fin qui est un peu abrupte et pas très bien maîtrisée, je trouve. Dans les lectures qui m'ont marqué et qu'il va falloir que je relise parce que je sais que j'en ai eu que 25% en tête, je pense, sur les 100%, que je n'ai pas tout capté, mais bref, je le présente, c'est Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Déjà, je vais essayer de le relire dans une autre édition, parce que Lettre à un jeune poète, ce sont des lettres entre Rilke, qui est un poète assez reconnu déjà à l'époque, et un jeune militaire qui se met à écrire de la poésie et qui voudrait avoir un retour sur ce qu'il écrit et qui donc demande un peu au culot à Rilke de le regarder ses textes, ses vers et de les commenter. Sauf que dans cette édition de chez la NRF Gallimard, il n'y a que les lettres de Rilke, on n'a que les réponses et on n'a pas les lettres envoyées par le jeune Allemand. Alors ça gêne pas du tout à la compréhension parce que c'est pas non plus des lettres qui ont besoin d'être lues en question-réponse vraiment chronologiquement, mais je pense que pour avoir un point de vue peut-être plus global et être encore plus ancré dans la lecture, ça serait bien d'avoir les deux, la discussion complète, parce que là, le fait qu'il n'y a que les lettres de Rilke, ça s'enchaîne très vite, le texte est très très court, je crois que ça fait moins de 150 pages, ça fait 130 pages en tout cas, en tout de lettres, et encore,
Même pas, parce que moi j'ai une édition bilingue avec la partie allemande d'un côté et la partie française de l'autre, donc on doit être à la moitié, 130 divisé par 2, ce qui nous donne 70 pages. On doit être à peu près à 70 pages de lettres, et c'est vrai que ça se lit très vite. Moi je les ai bouffées en une journée ou en 2 journées. Une journée je crois, je ne sais plus, mais j'ai été pris dedans parce que j'aimais beaucoup ma lecture. Mais le fait de me goinfrer de tout ça, c'est quand même des fois des réflexions un peu profondes, un peu creusées, presque philosophiques, sur l'amour, sur la critique, sur la créativité, la production littéraire, de manière générale, sur comment écrire et comment réussir à sortir des choses de notre tête pour les coucher sur papier et les retransmettre. Enfin voilà, c'est des réflexions un peu profondes et qui méritent discussion. C'est quelque chose qui ne se lit pas rapidement. Donc je vais relire Ces lettres à un jeune poète dans une autre édition, si je trouve, il faut que je cherche, et je vous en reparlerai, je pense, à ce moment-là. Mais je pense que ça va... Rien que là, de la façon dont je l'ai lu, qui n'était sûrement pas la bonne, j'ai adoré. Je pense que ça va faire partie des livres qui ont changé ma vie, parce que voilà, ce sont des livres... J'aime pas dire ça, hein, des livres qui ont changé ma vie, c'est pour ça que j'ai pris un petit air un peu pédant. Mais c'est un livre qui m'a poussé à faire quelque chose, à vouloir... rédiger, à vouloir écrire, à vouloir mettre sur le papier des idées. Ça a eu un impact dans ma vie, un impact réel. Et donc c'est ce que je cherche moi en littérature souvent aussi, c'est d'avoir un impact dans ma vie par mes lectures. Un peu dans le même genre, j'ai pas grand chose à vous en dire, c'est Souveraineté du vide, des lettres d'or de Christian Bobin. Alors c'est ni de la poésie, ni de la prose, ni du roman, c'est des textes un peu bâtards. C'est déjà le deuxième que je lis de Christian Bobin, je sais jamais vraiment où me positionner. J'avais lu le Muguet rouge ou le Lilas rouge. Le muguet, je crois. Une fleur rouge, c'est le dernier texte qu'il a écrit qui a été édité avant sa mort l'année dernière. La souveraineté du vide, lettres d'or, c'est 2 textes qui sont regroupés dans ce même livre. Comme le nom l'indique, souveraineté du vide, je trouve que c'est très bien car il arrive à parler de rien pendant 100 pages et je suis captivé. Quand je lis Bobin, il se passe vraiment quelque chose entre le bouquin et moi qui est un peu indescriptible. Genre mon œil est tapé par des mots, mon œil est tapé par des phrases, je suis capté par la lecture, je suis très diverti, je suis très pris, et pourtant, tu me demandes de parler de ma lecture, de raconter ce qui se passe, enfin, il se passe rien, mais je n'y arrive pas. Donc c'est pour ça que je pense que Christian Bobin est un auteur expérimenté. Peut-être que vous allez crever d'ennui et que ça va ne rien vous faire ressentir, c'est très fort probable, mais pour moi, il y a un pouvoir d'attraction, en fait, dans ces mots. Quelque chose qui font que les mots rentrent dans ma tête sans forcément être assimilés, qu'ils tournent quelque part, et je les retiens parce que parfois j'y repense. Vous voyez, j'ai fait un stage de danse, un stage de danse théâtrale pour un projet participatif la semaine dernière, et je lisais quelques pages le matin, parce que j'arrivais toujours en avance, ça commençait à 9h, et j'arrivais à 8h30, il faisait beau, c'était au soleil, donc de 8h30 à 9h, je lisais quelques pages. Déjà, je pense qu'en 2 jours, j'aurais pu le terminer à raison d'une demi-heure, parce que les 100 pages se lisent assez rapidement, mais je lisais 3-4 pages, et je reposais le bouquin, et j'y repensais dans ma journée, même si j'avais l'impression de n'avoir rien compris, de n'avoir rien assimilé, ça restait en moi. Donc j'ai trouvé en boîte à livres plusieurs ouvrages de Christian Bobin. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est délaissé de tout ça parce qu'il n'y arrivait peut-être pas, ou je sais pas, mais j'ai trouvé, je crois, 4 livres à peu près ce format-là, cette taille-là, dans cette collection de chez Folio. C'est des couvertures noires et blancs comme ça. Donc je me languis de pouvoir relire ça le matin au soleil. Je trouve que c'est parfait pour lire du Christian Bobin le matin au soleil. Une autrice que j'avais beaucoup aimée avec California Dreaming, qui était la biographie de Mama Cass, la chanteuse de The Mamas and the Papas, Pénélope Bagieux, qui a publié l'année dernière, il me semble, Les Strates, oui c'est ça, mars 2022. Les Strates, c'est une succession de petites planches ou de courtes histoires de 3 ou 4 pages qui sont des tranches de vie de Pénélope Bagieux, qui peuvent se passer autant dans son enfance, dans son adolescence ou dans sa vie de jeune adulte, car je pense qu'on a à peu près des mêmes âges, elle et moi, enfin... non, pas du tout, elle est née en 82, donc on a quand même 15 ans d'écart, 13 ans d'écart. J'ai bien aimé, mais j'ai pas été très sensible. J'ai trouvé que dans la biographie, en plus c'était je me demande si c'était pas en couleur, California Dreaming, mais que dans le fait de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, c'était plus prenant. Là, il y avait vraiment des passages qui m'ont un peu ennuyé. C'était une bonne lecture qui s'est faite très vite, mais qui m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je me rappelle que d'une très courte scène, en fait, dans tout le bouquin, qui est une scène assez forte et dérangeante, c'est vrai. Il y a quelques planches qui n'ont aucun texte, où c'est vraiment que du dessin, et je trouve que ce sont les planches les plus fortes et les plus visuelles et les plus chargées émotionnellement.
Donc je continuerai à lire. En fait, j'ai toujours pas lu Culotté, qui est un peu le truc pour lequel Pénélope Bagieux a été connue et reconnue. Mais je les lirai sûrement un jour ou l'autre. Toujours dans les graphiques, oui, mais bof. Une vie en parallèle de Mathias Lehmann, publié chez Steinkiss. Là, c'est une belle bête qui fait 450 pages, mais qui se lit assez rapidement. N'ayez pas peur, je l'ai lu en 2 heures, je crois. C'est du noir et blanc, il pleut beaucoup, il fait pas très beau, c'est assez sombre parce que ça se passe dans Berlin, après la Seconde Guerre mondiale. On suit un personnage qui s'appelle Karl, qui, après la guerre, après avoir passé beaucoup de temps avec un soldat en particulier pendant la guerre, se rend compte qu'il est homosexuel. Manque de bol, voilà. Même si l'Allemagne est quand même un pays plutôt libéré, juste après le Troisième Reich et le nazisme, il y a toujours des gens qui sont un peu nostalgiques d'Hitler et des gens très conservateurs qui sont pas très enclins à l'homosexualité. Quand bien même dans les années 30, c'était un peu la fête du slip à Berlin, mais voilà, partout ailleurs dans le monde, dans les années 50, c'est pas non plus la gay pride à tous les coins de rue. Donc le bon vieux Karl, lui, se met en couple avec une femme, avec qui il a un enfant. Premier mariage qui se passe mal, il se remet en couple avec une seconde femme, avec qui il a un enfant, voilà. Il ne fait que se mentir toute sa vie, et c'est ça en fait. C'est pour ça que ça m'a pas vraiment plu, parce que j'ai trouvé que c'était assez répétitif. On est vraiment dans ce mensonge et cette vie en parallèle qui est faite de rapports sexuels un peu cachés dans des toilettes, qui est la réalité de cette époque, qui est la réalité de plusieurs milliers de personnes, je pense, homosexuelles, j'ai bugué, dans cette époque, mais je connaissais déjà cette situation, évidemment, donc en fait, j'ai pas eu grand plaisir à le lire, et les planches étaient sympas, mais je suis pas archi fan du noir et blanc, ça je vous le dis souvent, et puis voilà. C'était chouette. Si vous avez envie de lire une petite BD historique sur le Berlin de l'après-guerre, donc ça se passe tantôt à l'ouest, tantôt à l'est, en plus, il y a des passages dans les deux régions. Ça peut être cool, mais vous attendez pas à... En fait, émotionnellement, j'ai trouvé que c'était très plat et très linéaire. Toujours en parlant d'homosexualité, j'ai essayé de lire William Burroughs avec Queer et les garçons sauvages. Queer. J'ai un accent à couper au couteau. J'ai commencé par les garçons sauvages, qui ne m'a pas du tout ravi. En fait, j'ai lu 50 pages et je ne comprenais pas ce que je lisais, je ne savais pas où j'étais, je ne voyais que des membres turgescents et de la violence, du sang qui giclait, enfin voilà, une succession d'horreurs et d'atrocités, sans arriver à mettre de noms, sans arriver à mettre de visage, de lieux, enfin c'était très flou, un embrouillamini de scènes successives qui sont aussi par la forme et l'écriture totalement diverses et variées. C'est un roman qui est très éclectique, protéiforme. J'ai pas accroché. Au bout de 50 pages, j'ai dit, ouais, bon, je n'y arrive pas, je le mets de côté. Et ensuite, j'avais le deuxième, je les avais achetés tous les deux. J'avais acheté Queer, qui, lui, est beaucoup plus facile à lire parce que beaucoup plus classique sur la forme. William Burroughs, c'est une personne qui n'est pas du tout recommandable. C'est un auteur qui fait partie de la Beat Generation, avec Allen Ginsberg et Jack Kerouac, entre autres. Ils étaient très amis tous les trois, très héroïnomanes. William Burroughs était aussi homosexuel, mais il a eu une femme qui l'a abattu, je crois, avec une balle parce qu'il jouait à Guillaume Tell, selon son plaidoyer. Enfin voilà, c'est un mec qui était un peu borderline sur plein de sujets. Je me demande s'il n'y a pas des petites histoires de pédophilie au Maroc aussi. Sachant tout ça, j'avais quand même envie de découvrir sa littérature qui, je pensais, était un marqueur temporel dans ce qu'on pouvait appeler la littérature homosexuelle, ce qu'on peut toujours appeler la littérature homosexuelle, car c'est un auteur qui aborde frontalement toutes ces questions. Dans ce roman, on va suivre Lee d'ailleurs, qui est un vieil homme déjà, qui fuit un peu la justice et son pays en allant se réfugier au Mexique. Mexique qui, dans ces années-là, 70, je crois, années 70-80, est déjà un peu une terre d'asile pour plein de gens qui essayent de fuir pour X raisons. Il se balade dans il se balade dans le Mexique un peu très solitaire déjà de une, et aussi en manque parce qu'il essaye d'arrêter la drogue. En fait, ça fait écho, ce texte, à Junkie, qui devrait être lu avant Queer, mais je ne le savais pas, donc j'ai lu Queer avant. Et dans Junkie, on nous raconte la descente aux enfers à cause de la drogue, je crois, enfin la vie d'un junkie. Et là, dans Queer, on nous raconte la sobriété et le sevrage. Donc voilà, il se balade, il essaye d'arrêter de boire, d'arrêter de prendre des drogues, et il rencontre un jeune homme duquel il va être follement amoureux, et ils vont essayer de faire un road trip, je ne sais plus où, dans un pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, pour trouver une drogue qui permettrait de lire dans les pensées des autres. Enfin, vous voyez, ce délire un peu de troisième œil, vibe 70s, vibe on fume beaucoup.
En fait, c'était sympa, j'ai pas détesté ce roman, ça n'a pas été très problématique sur aucun point, mais en même temps, j'ai pas non plus... j'ai pas kiffé, quoi, j'ai pas... Ça s'est lu, je l'ai lu, j'ai coché ma case William Burroughs, je pense pas que j'y retournerai, je pense pas que je relirai d'autres écrits de l'auteur, parce que j'avais trouvé ça transcendant. Alors peut-être que pour l'époque, et encore celui-ci a été écrit tard, il a été écrit dans les années 70, il me semble, celui-là. Enfin, il a été édité en 1985. Donc en 1985, c'était déjà, à mon avis, plus novateur comme texte. C'était déjà, pas ringard, mais c'était déjà fait. C'est pas un texte qui a été précepteur sur la drogue, sur l'homosexualité, sur quoi que ce soit. C'était déjà réchauffé, enfin, c'était déjà du réchauffé, je pense, à ce moment-là. À voir. Si je tombe dessus en boîte à livres ou quoi, peut-être, et encore, c'est pas du tout l'auteur qu'on trouve en boîte à livres, parce qu'il est pas spécialement très édité en France, donc je pense pas que je relirai du William Burroughs. Ensuite, j'ai abandonné Où es-tu mon admirable de Sally Rooney, qui m'a emmerdé au plus haut point, je suis désolé, je l'avoue. Sally Rooney étant censée par la critique depuis en fait, elle a fait 3 romans, Conversation entre amis que je n'ai pas lu, Normal People que j'ai lu et que j'ai moyennement aimé, et celui-ci qui a été publié en septembre à la rentrée littéraire, que j'ai évidemment comme un mouton acheté dès sa sortie chez l'Olivier, que j'ai payé 23,50€. Quoi ? J'ai payé 23,50€. Je me déteste d'autant plus en voyant ça, en me disant je vais le lire, je vais faire une vidéo au mois de septembre, c'est la rentrée littéraire, ça va me faire plein de vues, c'est Sally Rooney, blablabla. En fait, j'ai traîné, j'avais pas envie d'y aller parce que j'avais déjà eu une expérience un peu bizarre avec Normal People. C'était au tout début de la chaîne YouTube, donc je suis pas sûr que vous vous en souveniez ou que vous étiez tous là. Normal People m'avait un peu laissé pantois parce qu'on était avec un couple de jeunes adultes, vraiment très jeunes, je pense qu'ils sortaient à peine du lycée ou où ils étaient à la fac, quoi, au tout début de la fac, qui était assez insupportable l'un comme l'autre. C'était une relation d'amour où personne ne se disait ce qu'il pensait vraiment, où chacun faisait des choses qui allaient énerver l'autre, enfin vraiment la relation hyper toxique, pas du tout saine. Je mettais ça sur l'âge des personnages, parce qu'en fait Sally Rooney essaye de nous vendre une jeunesse assez désabusée, une jeunesse assez cynique, une jeunesse assez noire, qui est c'est peut-être le cas, je suis peut-être déjà trop vieux, parce que j'ai quitté la fac en 2018, ça fait déjà 5 ans. Je me reconnais pas vraiment dans la jeunesse décrite par Sally Rooney. En plus de pas me reconnaître dans ces personnages, je trouvais ça d'une lenteur, d'un immobilisme. En fait, le roman n'avance pas. Le truc fait du surplace. On est avec 2 meilleures amies qui, une sort de dépression et du coup a été se réfugier dans un petit cottage irlandais, l'autre qui survit de petit boulot en petit boulot, qui est journaliste, je crois, enfin rédactrice, pigiste dans un magazine littéraire. En fait, ces 2 meilleures amies s'écrivent des emails dans lesquels ils se racontent un peu leur vie et chacune évolue chacun de leur côté. Et elles évoluent chacune de leur côté. Sauf qu'en fait, il se passe rien. Il y en a une qui va en voyage à Rome, l'autre, elle rencontre un mec avec qui elle couche. Et voilà, et c'est chiant, et elle essaye de nous faire avoir des réflexions sur l'amour, sur la jeunesse, sur la vie, le temps qui passe, vous voyez, tout ce genre de choses, un peu branlette de neurones qui en fait, à chaque fois ça tombe comme un soufflet, enfin, on nous pond 3-4 phrases un peu bateau qui ne mènent nulle part et qui retombent d'un coup. J'ai pas aimé, l'ambiance était chiante, ça n'avançait pas, donc en fait au bout de 160 pages sur 372 pages, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête les frais, que je repose ce bouquin et que dans tous les cas ce n'était pas fait pour moi et que l'autrice n'était pas faite pour moi. Donc bien mal m'a pris de dépenser 25 boules dans ce bouquin. Mais méfiez-vous des apparences. Après, je sais que celui-là a été beaucoup moins apprécié que Normal People. Et pareil, j'avais pas adoré Normal People, j'avais eu quand même beaucoup de réticence sur la façon d'écrire, qui est un dialogue intégré totalement à la narration, qui est un peu un espèce de fouillis, mais voulu parce que style de l'autrice. Mais là, ça n'a pas du tout fonctionné avec moi. J'ai lu dans le cadre du cabinet de lecture 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange de Elif Shafak, publié ici chez J'ai lu. C'était ma première découverte de l'autrice, Elif Shafak, qui est une autrice turque, qui n'est pas très vieille, je crois. Je sais pas son âge, mais voilà, qui doit avoir une quarantaine d'années, qui nous raconte l'histoire d'une jeune prostituée, Leïla, retrouvée morte dans un conteneur à poubelle dans une rue sombre d'Istanbul. Sauf que Leïla, elle a été tuée, mais son esprit peut fonctionner encore pendant 10 minutes et 38 secondes, et ces 10 minutes et 38 secondes sont le prétexte pour nous faire revivre toute la vie de Leïla. Donc dans la première partie du roman, qui est assez grosse, je dirais la moitié du roman, on nous raconte sa vie depuis sa naissance jusqu'à son arrivée en tant que prostituée à Istanbul, enfin même jusqu'à sa mort. Que chaque chapitre c'est genre 10 minutes avant la fin, 9 minutes, 8 minutes, 10 minutes. On a 10 chapitres comme ça à peu près sur des épisodes marquants de la vie de Leïla,
qui nous permettent de brosser un éventail et un tableau très large de la Turquie contemporaine, de son ambiance sociétale, de son climat sociétal, des relations qui se font et qui se forment dans cette Russie, ces relations de pouvoir, la place de la religion musulmane de surcroît, le régime politique, enfin, c'était très bien fait parce que, alors on est avec un point de vue omniscient qui moi m'a un peu gêné dans cette première partie parce que très détaché de la vie de Layla, très détaché de tout sentiment, de tout affect, ça m'a pas permis de m'attacher autant que je le voulais à ce personnage, mais d'un autre côté c'est ça qui permet de brosser ce tableau très large, d'avoir ce point de vue très global sur cette société turque et qui est très intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai été très diverti aussi par la vie de Layla qui vit dans un tout petit village au début, qui se retrouve forcée de venir habiter à Istanbul et qui devient par la force des choses prostituée parce qu'elle ne trouve pas vraiment de boulot. On nous raconte à travers la vie de Layla la vie de 4 ou 5 autres personnages qui deviendra sa famille choisie car elle n'a plus de famille, enfin elle n'a plus de relation avec sa famille, donc elle se choisit une nouvelle famille. Et ça c'est un concept qui me plaît beaucoup, le concept de famille choisie, de bande d'amis, de bande amicale qui est très divers, très diversifié, avec des profils totalement différents qui eux aussi montrent un peu le portrait de la société tambouliote mais en même temps turque de façon plus générale parce que il y a des immigrés africains, il y a un personnage homosexuel, enfin voilà, une jeunesse car ils sont assez jeunes, tambouliote très attachante avec des luttes et des combats un peu différents des nôtres mais pas tant que ça, des luttes politiques par exemple, des convictions politiques, des combats idéaux, des combats d'idéaux que j'ai bien aimés, enfin voilà. Et même si on sait dès le début du roman qu'elle est morte, décédée, caput, enfin voilà, elle est bien tuée, j'ai espéré tout le long du roman qu'elle revive, que son esprit réintègre le corps. Et la seconde partie, on suit cette famille choisie qui apprend à vivre sans Layla. Ça devient très humoristique, plus dans l'aventure, un petit côté road trip qui se met en branle avec ses 5 amis qui vivent sans Layla. J'ai autant aimé la seconde partie que la première partie, puisque cette seconde partie est un peu plus personnelle, j'ai trouvé. Et c'était une excellente lecture. Je relirai du Elif Shafak, sûrement Soufi mon amour, je crois. C'est le livre où il y a un espèce de derviche tourneur sur la couverture qui me donne très envie. Ensuite, 2 excellentes lectures graphiques que j'ai faites hier pour celle-ci et aujourd'hui pour celle-là, de Timothée Le Boucher, Ces jours qui disparaissent et Le Patient. J'ai beaucoup plus aimé Ces jours qui disparaissent que Le Patient. Je vais essayer alors je peux pas vous en faire un résumé global des deux parce qu'ils sont totalement différents, mais il y a quand même une ambiance assez malsaine qui se dégage de cet auteur et en fait dans toute son œuvre parce que j'ai lu 47 cordes qui est son tout dernier. J'ai lu Dans les vestiaires, qui est un roman... Alors lui, c'est très malaisant, mais c'est beaucoup plus terre à terre. Et dans ces deux-là, Le Patient et Ces jours qui disparaissent, il y a cette ambiance sombre tout au long du roman. J'ai plus de batterie. Mais en fait, dans tous les graphiques que j'ai lus de Timothée Le Boucher, il y a quand même une ambiance très malsaine, sombre, glauque et triste. Une mélancolie qui s'installe en toi. Alors c'est particulièrement vrai dans Ces jours qui disparaissent, c'est vraiment celle-là qui m'a mis le plus dans le mal et qui m'a le plus remué, parce qu'on est avec ce jeune homme qui s'appelle Lubin, qui un jour se réveille et se rend compte qu'il n'a pas vécu la journée précédente. Et au fur et à mesure de sa vie, il se rend compte qu'un jour sur 2, il ne vit pas. Et il ne sait pas s'il reste endormi ou pas, ou ce qui se passe, donc il demande de l'aide à ses amis pour voir ce qui se passe, et en fait il se rend compte que les jours où lui, il n'est pas là, quelqu'un d'autre prend possession de son corps et quelqu'un d'autre vit, comme s'ils étaient 2 en lui. Et c'est l'évolution de sa vie, donc c'est de son adolescence à peu près, enfin il est assez jeune au tout début du roman, jusqu'à la vieillesse, qu'on va suivre la vie de Lubin qui perd des moments, qui n'est pas là à certains jours de sa vie. C'est très 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 glauque la façon dont ça avance au fur et à mesure, ça prend une ampleur. Dès la moitié du bouquin, j'avais la gorge serrée, je ne pouvais plus m'arrêter, et en même temps j'avais envie de poser le bouquin parce que j'étais vraiment pas bien. Y a un syndrome assez connu qui s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out, qui est un truc en gros, c'est quand tu as peur de louper quelque chose. Par exemple, ça peut se traduire, moi je le vis un peu lorsque un vendredi soir ou un samedi soir, je ne sors pas, je reste chez moi et que bah voilà, je vois des stories d'autres personnes sur Instagram, de mes amis particulièrement, qui sont sortis en soirée, etc. J'ai cette Fear of Missing Out qui est voilà un peu comme une... Ça fait, moi je le vis
pas vraiment comme des crises d'angoisse, mais une forte tristesse de ne pas être avec eux et de louper quelque chose. Et ça retranscrit parfaitement ce texte, parce que lui, il a même pas le choix de ne pas participer ou de ne pas être invité, c'est juste qu'il n'est pas là la moitié de sa vie et il passe à côté de sa vie. Donc c'est ça qui, moi, m'a le plus touché et m'a le plus fait peur, c'est de passer à côté de ma vie et de louper des moments. Donc je pense que j'ai bien aimé parce que ça m'a fait vivre beaucoup de choses. Et en même temps, quand je l'ai terminé hier matin avant d'aller travailler, j'étais vraiment pas dans une excellente forme pour me mettre en journée. J'aime beaucoup le dessin de Timothée Le Boucher. Là, en plus, on est avec un jeune homme qui est vraiment très plaisant à regarder sur les planches, qui est acrobate, donc il y a beaucoup de muscles. Les couleurs sont assez douces parfois, même tout le temps. C'est jamais très criard, à part dans la chevelure de cette Paloma. Une lecture vraiment déroutante. Et celui-ci que j'ai lu ce matin, que j'ai un peu moins aimé, c'est Le Patient, qui nous raconte l'histoire d'un... C'est un thriller, hein, c'est un peu une enquête policière, d'un meurtre qui survient dans un gros meurtre, une tuerie de masse qui survient dans une maison. Toute la famille est retrouvée morte, il y a 4 enfants, la mère, la grand-mère, et on retrouve une jeune femme avec un couteau qui est une des sœurs, enfin qui est une des enfants de cette famille, qui est nue avec un couteau dans la rue, et son petit frère qui lui est encore vivant, qui a pris des coups de couteau mais qui est toujours vivant. Le jeune homme qui est toujours vivant est dans le coma pendant 6 ans et il se réveille au bout de 6 ans dans un hôpital où il apprend que toute sa famille est décédée, que sa sœur était survivante de la tuerie mais qu'elle s'est suicidée. Et voilà, ça va être un peu sa thérapie car il va rencontrer une psychologue qui avait suivi sa sœur 6 ans auparavant au moment du meurtre avant qu'elle se suicide. Et c'est même une psychiatre, je crois. Cette psychiatre va suivre le jeune Pierre, pas du tout Gauthier, va suivre le jeune Pierre pour essayer de faire sa thérapie. C'était aussi très malaisant. On sent un revirement de situation à la moitié du bouquin. C'est pas non plus très... Enfin, si vous avez l'habitude de lire du polar et du thriller, je pense pas que ça va vous étonner, que ça va vous matrixer totalement, parce que ça reste assez simple. Il y a juste la fin qui m'a laissé un peu de bois, enfin un peu de pantois, parce que j'étais pas sûr d'avoir compris. Et en fait, j'en ai parlé avec des amis sur Discord qui me disent que si, j'ai bien compris. Et le fait que j'ai compris ça ne me plaît pas vraiment comme fin. J'avais trouvé ça un peu... Voilà, tarabiscoté. Après, niveau ambiance, niveau dessin, c'est pareil que les autres, j'ai beaucoup aimé. C'est juste que cette fin m'a laissé un peu plus de marbre, même si ça se lit très bien. C'est, je crois, la plus grosse que j'ai lue de lui. Elle fait presque 300 pages et je l'ai lu très très vite parce qu'il y a quand même une espèce de petite enquête policière et ça avance vite dans les étapes. C'est ça qui m'a gêné, c'est que la seconde moitié est un peu brouillonne dans le sens où là où le début est assez lent, assez contemplatif, enfin voilà, on est dans une psychothérapie, tout ça. La deuxième partie enchaîne plein de choses qui se passent d'un coup, des révélations qui sont faites sans être spécialement amenées, sans être spécialement expliquées. Elles sont balancées comme ça d'une planche à l'autre et ça m'a un peu gêné. Et enfin, ma dernière lecture du mois d'avril, du mois de mai, qui fut ma meilleure lecture et qui, je pense, est mon coup de cœur de cette année pour le moment, c'est Mr. Loverman de Bernardine Evaristo chez Pocket. Mr. Loverman, c'est l'histoire d'une famille qui immigre des Barbades, de la ville d'Antigua dans les Barbades, au Royaume-Uni, dans les années 50 à peu près. On va suivre donc Barry et sa femme Carmel. Ils emménagent au Royaume-Uni. Ils ont 2 filles et beaucoup d'argent. Enfin, Barry arrive à investir pas mal en immobilier, ce qui font qu'ils ont une vie assez aisée. Le seul hic dans cette famille, c'est que Barry en fait est homosexuel, qu'il a un homme à côté qui s'appelle, je ne sais plus, Maurice, voilà. Et qu'il il entretient une relation très, très profonde avec Maurice. En fait, il a même aucune relation avec sa femme, même si au début de leur couple, ils se sont quand même aimés. Ça fait maintenant 40 ans que Maurice et Barry vivent une seconde vie l'un avec l'autre, à côté du foyer conjugal. J'ai beaucoup aimé parce que c'est pas uniquement cette histoire qui est importante, c'est que ça aborde plein de choses. Ça aborde une vie de famille qui est dysfonctionnelle, mais qui est vraiment dysfonctionnelle. Vous voyez, c'est pas la famille dysfonctionnelle des romans américains où on nous pond un père hyper violent, hyper agressif avec ses enfants, avec une petite fille qui apprend à vivre toute seule dans la forêt. Non, là, c'est le genre de dysfonction dans une famille qui peut arriver à tout le monde, parce que c'est pas uniquement du fait de l'homosexualité de Barry que tout déraille dans cette famille. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'on ne mettait pas uniquement l'accent sur l'homosexualité. En fait, on peut reprocher à Barry de mentir à sa famille, de ne pas être clair, mais ce n'est jamais montré du doigt comme le fait que ce soit l'homosexualité de Barry qui est la cause de tous les problèmes.
On se rend compte que chaque personnage, les 4 personnages de cette famille sont tous plus ou moins affectés par diverses choses. La femme souffre de dépression postpartum à l'accouchement de sa seconde fille. La première fille manque beaucoup d'affection de la part de ses parents. C'est des choses qui sont très communes et qui peuvent parler à tout le monde. Le roman ne met pas uniquement l'accent sur cette homosexualité refoulée, presque même une homophobie internalisée de la part du personnage principal qui est lui-même homosexuel, car il vient d'un contexte des Antilles qui est assez macho, assez masculin, assez aussi profondément ancré dans la religion. C'est le cas de sa femme qui, suite à son mariage qui va totalement à volo, elle se rend compte que son mari n'a aucune attention pour elle, qu'elle a fait une dépression après son accouchement, qu'elle a aucune relation avec sa seconde fille, se tourne vers la religion et qui trouve un espèce de salut dans la religion, de façon à ce qu'elle veut aller toujours plus loin, être toujours plus croyante, toujours plus bigote, la meilleure à l'église, première de la classe chez Jésus. Donc je sais plus pourquoi j'en suis venu à parler de ça, mais voilà, c'est plein de sujets qui sont abordés, qui sont bien abordés, chacun à sa manière, sont très bien abordés. L'homosexualité, on est avec Bernardine Evaristo, qui est une femme qui écrit sur un couple d'homosexuels qui a 74 ans, et elle le fait très bien, chaque mot paraît vrai, paraît juste, comme si elle avait vécu. Alors c'est pour ça, je suis un fervent défenseur des romans qu'on dit on voices, c'est-à-dire écrits par des personnes concernées, mais il faut aussi saluer le travail de personnes comme cette autrice Bernardine Evaristo, qui arrive à écrire un très bon roman, qui selon moi, sans qu'elle soit forcément concernée, paraît juste, sans qu'elle ne vole la cause de quelqu'un d'autre, ce qui peut être reproché parfois à des personnes qui n'écrivent pas du On Voice. Quoi dire d'autre? C'est une langue qui est très très belle. Alors, c'est traduit de l'anglais, mais je pense que le texte de base en anglais est déjà très 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 bien écrit. Ça se voit qu'elle a fait des études, je pense, de lettres, car elle est lettrée, cette autrice. Et la traduction est tout aussi bonne parce qu'il y a quand même des passages sur la forme qui sont un peu... on n'est pas dans une narration simple, assez linéaire. Il y a des effets de style qui sont faits, il y a des tournures de phrases qui sont pas très naturelles de prime abord, mais qui le sont à la lecture et qui sont assez fluides. Donc, s'il te plaît, Prosper. Non, mais... Donc c'est pour ça que je dis que c'est un très bon roman, que ce soit sur le fond, sur la forme, qui raconte une histoire. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. On est pris dans le flot de cette famille. On n'est pas uniquement dans des tribulations quotidiennes. Il y a un peu de... il y a Barry qui veut faire son coming out à 74 ans. Et on va suivre comment il va essayer de faire son coming out. C'était très bien, j'ai adoré. Je ne le relirai pas, car c'est vraiment pas le genre de roman que j'ai envie de relire... Je ne saurais pas l'expliquer, il y a des romans que j'ai envie de relire et d'autres non. Je sais que ça va être une de mes meilleures lectures, mais que je ne le relirai jamais. Je pense que cette vidéo va être interminable. Je m'en excuse. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez la commenter. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes.